Comment? Blandine se joint à moi. D'accord. Bonjour Blandine. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui en fait nous allons vous expliquer en fait le fonctionnement de GNPIS Ephesis, donc le système d'information dédié au phénotypage avec les données de phénotypage que l'on a dans le cadre de PIMUST. Alors dans un premier temps, je vais résumer vite fait, hein, ça va être très rapide comment on fonctionne avec ce webinaire en termes d'interaction. Ensuite, il y aura une petite introduction pour parler très rapidement aussi de GNPIS, suivie d'une session de questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant chacune des sessions, de les noter dans le chat. Et à ce moment-là, en fait, nous, on activera les micros au moment de la session de questions pour interagir là-dessus. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet, on va faire une petite démonstration d'Ephesis autour des données de PIMUST. Donc, ça sera centré sur les données du WP5, car ce sont des données qui ont été autorisées à être partagées à tout le projet, tous les partenaires du projet. Ensuite, la fameuse session de questions sur cette navigation dans ces données. Et ensuite, quelques cas d'utilisation qu'on voulait vous soumettre pour que vous puissiez voir un peu le potentiel du système d'information avec sa petite session de questions ensuite. Et enfin, on va terminer après par la soumission de données dans GNPIS et dans Ephesis. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Euh, hop. Alors, donc, on va commencer par introduire rapidement GNPIS, en fait. Donc, comme vous savez, c'est le système d'information qu'on héberge à l'URGI, dédié aux plantes et aux pathogènes, et qui héberge donc des données génétiques et génomiques. Alors, donc, GNPIS, en fait, est développé à l'URGI, donc l'unité bioinformatique dédiée aux plantes et aux pathogènes. Comme vous le savez, donc, on a une plateforme, on héberge une plateforme qui est labellisée ISO 9001, qui est chargé en fait d'être le repository, d'accueillir les données donc de plusieurs projets PIA, les 5 grands projets PIA de plantes, donc Amazing, PIMUST, Breedwit, Hacker le cinquième c'est, j'essaie de me rappeler, enfin bref, et un autre dédié, non Amazing je l'ai cité, au colza, celui qui est dédié au colza, c'est Rhapsodine. Merci. Voilà. Donc on est repository dans ces 5 projets PIA. On est également repository dans le projet Phénome, donc qui consiste à mettre en place une infrastructure nationale de données de phénotypage. On est également repository dans le projet, le réseau Plantacomp, donc qui est dédié aux espèces forestières, ainsi que dans le projet Elixir. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on héberge des données de phénotypage, notamment, donc des données de génotypage, enfin génotype fois environnement, regarder les interactions entre les deux, de QTL, et on héberge également des données de. Oups, je me suis un peu loupé sur les slides. Je n'arrive pas à revenir en arrière. Ah oui, c'est en bas. Voilà. On héberge également des données génétiques, notamment avec de la cartographie génétique, des marqueurs génétiques et des ressources génétiques. On est également repository pour tout ce qui est données d'annotation dans certains projets, notamment via des GBROS. Mais ça, là, pour le coup, c'est pas vraiment dans les projets. Enfin, si dans le cadre d'Amazing, on le fait, mais c'est surtout dans d'autres projets que les projets PIA. On est également chargé d'héberger des données de transcriptomiques, mais c'est surtout des données anciennes en fait, de puces à ADN d'anciens projets, et on a des données de génotypage et de SNP Discovery aussi dans notre système, et depuis peu des données de variants structuraux, notamment depuis la mise en place d'un projet dédié aux variants structuraux, projet CNV Forcel, qui est un métaprogramme INRA. Voilà. Donc, slide suivante. Donc, l'URJ, en fait,
et donc une plateforme qui est bien insérée au niveau national dans tout ce qui est dans l'IFB, l'infrastructure de bioinformatique française. Elle-même, l'IFB, c'est un nœud en fait du réseau européen Elixir. Et on est aussi bien positionné grâce à la 8, à la 8IS, à la 8 initiative qui nous, comment dire, qui, pour lequel on met en place un système d'information, la 8IS. Et voilà, donc euh, on est dans le cadre de l'Elixir, en fait, on est le nœud français de ce réseau de bioinformatique. Sinon, pour le reste, on voulait insister aussi sur notre gros focus sur l'interopérabilité des données. Donc pour ça, en fait, on participe à différentes initiatives, notamment tout ce qui s'est fait dans le projet RDA pour définir et préconiser des standards, en fait, que ce soit en termes de données, des ontologies, mais aussi en termes de métadonnées. Donc, dans le cadre de cette initiative, en fait, et notamment avec toutes nos activités dans les projets Blé, il y a un cookbook qui a été écrit qui permet justement de bien expliquer comment rendre ces données utilisables, partageables et interopérables. Et donc, je vous invite, si vous avez l'occasion, à regarder ce cookbook là, dont l'URL est notée en bas et qui peut être assez précieux sur ces sujets-là. Et donc en fait aussi dans le cadre de ces initiatives, comment dire, on a un focus aussi sur le fait d'être un système d'information distribué, d'être capable d'héberger des données sur différents serveurs et de répondre à différents types d'utilisateurs. Donc voilà, donc on promeut beaucoup l'utilisation de standards, d'ontologie, et pour permettre d'utiliser des données qui sont génériques et qui sont réutilisables. Et on essaye de s'aligner le plus possible avec les initiatives internationales. Voilà. Donc, pour faire ça, en fait, pour permettre cette interopérabilité, on utilise des objets pivots et notamment dans le cadre des données PIMUST, vous avez pu remarquer que les données de matériel biologique, notamment tout ce qui est accession, les ressources génétiques, en fait, étaient vraiment un pivot très important, notamment entre les données de phénotypage et les données de génotypage. Pour ça, en fait, il y a un standard, enfin, on répond aux normes du MCPD, qui est un format, donc, et notamment des préconisations de formats qui sont issus de la FAO, notamment. On a aussi un gros focus sur comment dire, l'identification des ressources génétiques par l'objet d'identifiants uniques que l'on appelle des PUID, et que chez nous, vous retrouverez ça sous la forme de DOI, comme on peut observer dans différents domaines, notamment dans le domaine de la bibliographie. Donc là, pour faire concret, dans GNPIS, on associe chaque accession de ressources génétiques à un DOI, afin qu'il soit identifié de manière unique. Donc ça, c'est très important dans le cadre de ce qu'on fait. Ensuite, un pivot aussi qui est très important, notamment au niveau phénotypage, c'est tout ce qui est trait. Pour cela, nous, on promeut l'utilisation d'ontologie de variables. Et dans le cadre de PIMUST, on a pu mettre en place donc une ontologie dédiée aux protéagineux grâce à l'aide de plusieurs scientifiques du projet. Donc, je remercie à cette occasion Christelle, Anthony et Christophe, notamment, et d'autres qui ont participé, et Nicolas Francilone chez nous qui a permis la mise en place et le formatage de cette ontologie au format cropontologie. Donc, cette ontologie va être soumise à la cropontologie dès que possible, dès que on a pu avoir un retour positif de cette instance. Voilà, donc le deuxième pivot, donc le pivot trait. Le troisième pivot, c'est le pivot marqueur, donc, qui nous permet en fait de passer des données de génomique, des données de génétique aux données de génomique, et vice-versa. Et donc, on peut observer ça avec les données de génotypage qu'on a insérées notamment dans PIMUST pour tout ce qui est population AMS. Et pour ça, en fait, pour ce pivot marqueur, on promeut l'utilisation du format VCF,
qui est le standard qui est issu du projet 1000 génomes humains et qui a depuis porté ses fruits et qui est utilisé par la communauté. En ce qui concerne le quatrième pivot, nous, on travaille actuellement, c'est le pivot gène en fait, et actuellement, bon, on a quand même plusieurs outils qui permettent d'afficher les données génomiques, notamment des génomes browsers de type JBrowse. Il y en a un pour le projet pour le consortium de génotypage du poids, d'ailleurs. Et nous, en fait, on est en train actuellement de développer un nouveau projet pour pouvoir lier en fait toutes les données de génomique qu'on a dans ces JBrowse aux données de génétique qu'on a par ailleurs dans le système. Je vous en dirai plus, je pense, à la prochaine AGP Must, parce qu'on aura un peu plus de recul là-dessus. Mais on est en train de mettre en place en fait un portail centré sur les données génomiques. Voilà. Donc pour cela, pour toutes ces données génomiques, on promeut bien sûr l'utilisation du format GFF3. Donc voilà, pour être le plus standard possible. Donc je souhaitais également vous parler donc l'identification du matériel génétique. Comme on disait, en fait, c'est important en fait d'avoir une identification qui est unique et très claire, non redondante sur le matériel biologique. Alors dans le cadre du poids, on s'appuie sur les centres de ressources biologiques, centres de ressources génétiques, et sur l'INRA de Rennes, donc l'INRA de Dijon et l'INRA de Rennes, pour s'assurer que le matériel génétique est décrit de manière tout à fait exhaustive et de manière bien précise. Donc pour cela, on a eu donc Marie-Laure et son équipe, ainsi que Anthony, qui nous ont fait des retours, avec également, il me semble, Judith, qui est un peu intervenue pour nous permettre d'avoir les données passeport de plusieurs panels, notamment la population AMS et le panel Aphanomyces. Donc voilà, donc on s'appuie vraiment sur le plus possible sur les centres de ressources biologiques pour avoir ces données de manière très précise. Chez la vigne, c'est un autre cas concret de groupe espèce où on gère ça de manière très carrée, notamment avec le centre de ressources génétiques de Vassal, avec Thierry Lacombe et Éric Duchesne. Et en fait, ce qui est issu aussi de cette interaction avec le groupe Vigne, c'est qu'on a pu, avec Cyril Pommier de notre unité, on a pu décrire très précisément le processus de soumission de données de phénotypage, des données de ressources génétiques jusqu'à l'intégration des données de phénotypage, en passant par les ontologies. Donc ça, c'est un document que je vous montrerai rapidement tout à l'heure, qui a été rédigé donc par dans le cadre du groupe espèce Vigne, en interaction avec le groupe espèce Vigne, et qui est très précieux et pour lequel je pense que nous, dans la communauté poids, on pourrait s'en inspirer pour avoir des guidelines bien précises en termes de soumission de données. Et puis pour les autres espèces, pour les PIA, pareil, on a des interactions régulières avec les GRC et les membres des PIA afin d'avoir, comment dire, un accent, mettre l'accent de manière rigoureuse sur cette identification du matériel biologique, donc des accessions quoi, et des populations. Voilà, donc ceci étant dit, en fait, je voulais terminer aussi dans cette introduction sur le fait qu'on a ouvert aussi depuis 2016 en fait un système de soumission de données en fait simplifié. C'est un appel d'offres à projet qui permet d'écrire des tout petits projets, mais vraiment très rapides, et pour bien cadrer les spécifications des besoins qui arrivent hors projet, hors PIA par exemple, ou hors projet tout court. Et donc pour les personnes qui ont besoin d'intégrer de données dans GNPIS, il y a ce système d'appel d'offres, en fait, d'offres de services qui nous permet de répondre à leurs besoins. Et donc en fait, on a aussi des interactions régulières avec, que ce soit dans le cadre des PIA, mais aussi avec les différentes communautés de plantes cultivées pour améliorer nos outils de soumission, notamment nos formats d'échange. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'occasion de soumettre des données, que vous avez des retours sur les formats et sur les interfaces, à ne pas hésiter à nous faire des suggestions d'amélioration. Elles seront bien sûr prises en compte. Et puis le troisième point que je voulais aborder, c'était le fait qu'on s'appuie encore une fois, enfin j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que
on s'appuie beaucoup sur la standardisation, sur les formats standards, sur les ontologies, comme vous avez pu le voir dans le cadre de PIMUST avec l'ontologie de protéagineux. Voilà, donc là, il y a une première session de questions. On va ouvrir les micros. J'ai pas eu le temps de voir s'il y en avait dans le chat. Alors, d'accord. Tout à fait, ouais. Donc, Grégoire, effectivement, merci pour ton commentaire. C'est vrai que ouais, ouais, bah, justement, ouais. Tu fais état de données de Fevrol qui seront soumises dans PIMUST. Donc, en effet, c'est vrai que je parlais de poids, mais d'une manière générale, c'est de protéagineux que je devrais parler. Donc, avec ces données Fevrol, effectivement, qui seront intégrées. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'imagine, sinon Grégoire, j'imagine que c'est des données de phénotypage. Il va y avoir des données de ressources génétiques et des données de phénotypage pour la févrole, c'est ça? Ah, Sur des populations de riz et sur une collection de ressources génétiques, tout à fait. d'accord, ok, parfait. Donc, elles seront soumises Directement. bientôt? C'est déjà produit. Excuse-moi, je t'entendais pas très bien. Parle plus fort, Grégoire. Oui, il y aura aussi du génotypage qui est D'accord, déjà produit. ok, ça marche. Très bien, on note ça. Euh, Est-ce qu'il y a des questions encore sur cette petite introduction? Nasser, par rapport aux données passeport du matériel, est-ce que tout ça est déjà intégré dans la Oui, base? tout à fait, Anthony, oui, en effet. Donc les données passeport, alors en tout cas, les données de la population AMS, les données passeport ont été intégrées. Il y a les données RILS aussi, des populations RILS, NILS, envoyées par Marie-Laure et son équipe. Donc ces deux populations ont leurs données passeport intégrées. Alors je ne sais pas si on en a d'autres en attente, mais en tout cas, ces deux-là sont intégrés déjà. Pour le WP5, il n'y avait pas de Mais données passeport à part celles qui étaient déjà existantes, en fait, je précise, Anthony. alors, WP5, c'est essentiellement des variétés. Donc, je pense que ça doit être facile quand même à intégrer. Après, se pose la question des panels du WP1 où il y a du matériel privé Oui, dedans, où il faut qu'on ait une discussion sur l'accessibilité de l'information à tous les partenaires, quoi. d'accord, ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'il y a cette problématique d'accès, en fait, qui, sur le WP5, on a pu avoir la permission des producteurs de données, notamment toi, Anthony, sur le fait de diffuser ça à tout le projet. Donc pour le WP1, c'est vrai que c'est un peu plus sensible comme données. J'ai cru comprendre. Enfin, en tout cas, nous, on a intégré les données de génotypage et de phénotypage avec l'optique que, pour l'instant, les obtenteurs des accessions sont les seuls à pouvoir voir ces données-là. En plus de, je crois, de l'INRA de Dijon. Enfin, en tout cas, on a suivi le code, les restrictions d'accès qui ont été demandées. Après, c'est vrai que pour bien faire, si on peut les ouvrir un peu plus, c'était le débat qu'on avait récemment avec Judith notamment, si on peut les ouvrir un peu plus largement dans le projet PIMUS, ça serait bien. Ça nous permettrait vraiment d'échanger plus ces données et d'en faire bénéficier à tout le projet, quoi. Donc, ça c'est, on avait vu avec Marie-Laure, on avait un peu discuté de ça, notamment au départ avec les données WP2, mais c'est quelque chose qui doit se discuter au niveau de l'AG et il faut qu'il y ait un accord de tous les partenaires, je crois. Donc on n'a toujours pas statué là-dessus, quoi. En tout cas, bon, on vous fera, on va continuer à travailler sur le sujet et puis on vous fera un retour pour savoir de la procédure à faire si on veut ouvrir certaines données en plus des restrictions d'accès qui sont prévues initialement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nasser, est-ce que vous m'entendez? Oui, un petit peu brouillé, mais je t'entends. Je me rapproche encore plus. Là, c'est mieux. Euh, Concernant l'ontologie, Oui, euh, je voulais savoir, là, tu parles de soumission à la crop ontologie de toutes ouais, les variables qui ont été définies par le groupe Protea.
Est-ce qu'une Oui. fois que la soumission à la crop ontologie est faite, est-ce qu'il y a possibilité de modifier quelques variables ou pas? Oui, tout à fait, oui. Ouais, Célia me confirme. Je regarde Célia parce que c'est vrai que Célia l'a déjà fait pour les forestiers. En effet, c'est carrément possible de rajouter des variables. Donc j'imagine que Christelle, tu dois en avoir des nouvelles peut-être sous le coude, c'est ça? Il peut y en avoir, mais c'est une question. Ouais. J'anticipe plus que j'ai de problème pour l'instant. D'accord, en tout cas, ça sera possible, ouais, sans problème. Alors, j'en profite pour faire un petit point rapide là-dessus. On a, comme je vous disais à la dernière AG du projet, dernière réunion annuelle, on a avec Nicolas, on a donc envoyé ces données-là à la crop ontologie. Il se trouve que maintenant, ils sont devenus très, enfin, ils sont très très rigoureux sur la définition de certains champs et le remplissage des échelles et de choses comme ça, et que nous, on s'était basé sur les contraintes d'avant et il n'y avait pas forcément nécessité de remplir toutes les échelles, etc. Donc, on a dû revoir un peu notre copie. Donc là, on va sans doute revenir d'ailleurs un petit peu vers vous, on vous embêter un petit peu pour qu'on ait tout. Mais en gros, le processus est toujours en cours. Ils sont juste ils demandent beaucoup plus de choses maintenant, mais on est optimiste, quoi. On arrivera à soumettre cette ontologie à la crop ontologie. Donc, s'il y a d'autres questions, on peut les prendre, encore une ou deux, mais sinon, on va passer à la suite. C'est bon? Bon, Oui, juste une dernière. oui, Anthony. Est-ce qu'à un moment dans ta présentation, là, tu feras le bilan des choses que vous allez intégrer maintenant, les choses qui restent à intégrer, ou est-ce que vous en êtes des étapes d'intégration de toutes les données? Non, je t'avoue que c'était pas prévu en fait, c'était vraiment centré sur une démo de ce qu'il y a déjà, donc surtout sur le WP5 parce que c'est les données que tout le monde peut voir, et ensuite sur des use cases pratiques et la soumission. Mais si tu veux, on peut alors comment on pourrait faire une communication là-dessus? Je peux résumer en gros, mais de mémoire, je risque d'en oublier, hein. Bah, je sais qu'en tout cas, on a eu ces données de phénotypage de WP5, on a les données de phénotypage du WP1. On a la population AMS, le génotypage de la population AMS qui a été intégré à l'heure actuelle. Donc, comme je disais tout à l'heure, les ressources génétiques du WP2, donc des panels Aphanomyces, voilà, Reels, Nils. On avait aussi donc les données passeport de la population AMS en termes de ressources génétiques. Et je crois que c'est tout, mais je peux en oublier. Du coup, ça, c'est ce qui est déjà intégré dans GNPIS. Et à venir, en fait, je sais qu'il y a des données de génotypage du WP1 qui avaient été soumises déjà il y a un petit moment, mais qui étaient soumises à des restrictions d'accès et qu'il fallait qu'on revoie notre copie aussi pour bien séparer, comme je disais tout à l'heure, les données issues d'accession dont seuls les obtenteurs peuvent voir les données. Donc ça, il y avait ces données-là qui sont encore en attente. Et Magali qui est avec nous là actuellement doit savoir qu'il y a plein de données de génotypage aussi qui sont en attente. Donc, ce que je peux faire, c'est envoyer un mail éventuellement à ceux qui sont intéressés. Donc, je peux envoyer un mail d'ailleurs à ceux qui sont dans ce webinaire pour faire un point là-dessus sur les données qui sont intégrées et qui seront en cours d'intégration cette année, si ça vous va. Voilà, donc là on va passer à la suite. Donc en fait, maintenant je voulais vous faire une petite démo en fait des données du WP5. Alors pour commencer, on va introduire rapidement Ephesis, en fait, donc le système d'information dédié au phénotypage. Vous avez l'URL qui est indiquée sur l'écran. Donc Ephesis en fait nous permet d'afficher des données d'environnement et des données expérimentales de plusieurs, enfin soit des données qui concernent des essais entiers, soit après on peut on peut essayer de faire des sous-sets de données grâce à l'interface. Il se trouve que on rend l'utilisation de cet outil le plus générique possible grâce à l'utilisation d'ontologie.
Donc, il y a différents niveaux pour lesquels on peut observer ces données. Il y a le niveau de l'essai entier, le niveau parcelle, le niveau plante. Ensuite, les variables d'observation qui sont affichées dans Ephésis sont de type environnemental ou de type très phénotypique. On a la possibilité de les observer sous, comment dire, en interaction avec plusieurs facteurs. Il y a bien sûr le facteur génotype, c'est-à-dire l'accession qui est obligatoire. Ensuite, on a la possibilité d'observer entre plusieurs facteurs de 0 à n, que ce soit des traitements ou des stress en fait. Et donc Ephésis gère tout ça, permet d'afficher ces données en affichant tout ça, quoi, tous ces facteurs. On a donc dans Ephésis soit des observations ponctuelles, soit des séries temporelles, donc des cinétiques. Ensuite, il faut savoir que c'est des données qui sont soit des données brutes, soit des données élaborées. Elles sont codées de manière alphanumérique ou de manière un peu plus complexe. Pour l'instant, je crois que c'est toujours d'actualité. Les images et les fichiers binaires sont toujours pas gérés. On a forcément pas la possibilité d'intégrer des volumes de données exponentiels, mais on a la possibilité quand même de gérer un gros volume de données depuis qu'on a fait notre migration sur des bases de données NoSQL, comme pour le génotypage d'ailleurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on s'appuie sur des pivots, des objets scientifiques qui représentent des pivots pour l'interopérabilité entre les différents types de données. Donc, Ephésis n'échappe pas à la règle. Le pivot accession, par exemple, ou le pivot accession nous permet ou trait plutôt, nous permet de naviguer entre les données de phénotypage et les données de génétique d'association ou de sélection génomique. Le pivot accession nous permet de passer d'Ephésis, des données de phénotypage aux données de génotypage. Et donc, dans le système, on essaie le plus possible de faire les ponts dès qu'on le peut. Donc, le fameux pivot ressources génétiques germplasme est celui qu'on met beaucoup en avant, notamment dans Ephésis et dans GNP-SNP. Bon, on parlera aussi d'ontologie parce que ces ontologies nous permettent d'être interopérables avec l'extérieur et avec d'autres systèmes, notamment la cropontologie. Et on a aussi une interopérabilité au niveau du projet parce que tout simplement, on peut avoir une navigation sur les différentes données d'un projet, quelle que soit la thématique. Donc, les fonctionnalités qu'on met en avant pour Ephésis sont le fait d'être une archive de données d'essais phénotypiques, mais c'est aussi d'être capable de construire avec comment dire, des datasets, enfin des jeux de données qui seraient raffinés ou qui seraient sur plusieurs essais, sur plusieurs années, et pour toutes ces expériences d'interaction génétique fois environnement. Ouais, génétique fois environnement. Donc c'est vraiment ce qu'on met en avant dans Ephésis, mais aussi dans GNP-SNP. C'est la capacité de construire des datasets qu'on peut ensuite utiliser pour faire des analyses complémentaires ou des méta-analyses. Donc le plan de cette démo sur Ephésis, en fait, ça va être de parcourir ensemble les données du WP5 de manière sommaire et de manière très simple. Ensuite, dans un second temps, de faire des notamment qui j'espère, peuvent être des exemples qui pourront vous parler au niveau scientifique, notamment essayer de voir l'évolution d'un trait enfin, je mets en France, mais en fait c'est plus dans le cadre de notre projet. Il y a aussi le use case qui nous permettrait d'aider à construire des analyses d'association. Je sais qu'on s'intéresse particulièrement aux impacts du stress sur différentes populations, notamment sur la population AMS. Donc ça, on essaiera de voir comment on pourrait construire ce type d'analyse, en tout cas y contribuer. Et dans un dernier temps, on parlera donc de la soumission de données de phénotypage dans GNPIS et on prendra toutes les questions qui sont relatives à ça. Donc, je vais commencer avec le parcours des données du WP5
qui ont été intégrées récemment, donc qui étaient soumises par Anthony. Voilà, là je vais switcher, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer également du coup ce Ephésis et donc ce parcours dans les données de phénotypage. J'active le partage d'écran, GNPIS, donc l'accès privé ou public, peu importe, hein, même si nous après on va aller sur les données privées. Vous allez sur ensuite au niveau de la fleur là, vous allez sur phénotyping, enfin sur phenotypes, voilà. Et là on arrive sur Ephésis. Après, il va falloir se connecter en fait avec ces login password de GNPIS pour pouvoir voir les données privées, parce que c'est des données privées du coup qu'on a dans PMust. Voilà. Ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, pour pouvoir accéder à nos données du WP5, donc j'entre Pisum, je prends l'espèce Pisum sativum. Donc je peux voir en fait en bas que j'ai toutes les accessions en fait qui correspondent à ce genre et à cette espèce qui sont dans le tableau là. Il y en a 310. Donc je peux faire un export aussi du matériel biologique, hein, un export de toutes ces accessions. Je vous montrerai après que ça peut éventuellement servir. J'ai deux autres onglets, donc variable et trial. Je vais aller dans l'onglet trial ensuite pour restreindre en fait au projet qui m'intéresse. Donc là, le projet en l'occurrence c'est un work package. Je vais prendre PMust WP5. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je peux avoir accès en fait à toutes les données. Alors, je me remets sur le trial et j'ai tous les essais du WP5 en fait qui ont été soumis. Donc, je fais Results et j'affiche ainsi donc les expériences, les essais en fait. On voit qu'on a sur la page de résultats, on a un récapitulatif des paramètres de recherche qui ont été rentrés, donc le Pisum sativum. On voit qu'on a utilisé, qu'on a rentré le dataset PIMUS WP5. On voit les sites sur une carte. On voit les sites en fait qui sont concernés par ces essais, notamment le GVS d'Angers. Voilà, je ne vais pas tous les citer. L'INRA de Rennes, je pense que en termes de, de localisation, il doit y avoir une petite erreur. On a l'INRA de Grignon, etc. On a l'INRA de Lusignan, tous les sites qui sont concernés. Rapidement, je peux montrer que on peut aller voir la carte du site en question afin de voir un petit peu les détails qu'il y a sur ce site. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, il y a le nom de l'unité. Voilà. Ensuite, dans le tableau du bas, en fait, j'ai pour commencer les campagnes de phénotypage. Donc, on voit qu'il y a 3 campagnes de phénotypage qui sont concernées, 2013, 2014, 2015. Je vous montrerai qu'on peut après filtrer par campagne. Il y a la liste des essais qui est récapitulée et on peut aussi aller voir en détail ces essais. Donc il faut savoir qu'il y a un essai par année et par semis et par site en fait. Donc du coup ça fait pas mal d'essais, ça en fait 62. Si je vais sur l'onglet Phenotypic Data, j'ai un tableau en dessous qui nous montre en fait ces données de phénotypage en détail. Donc là, c'est une preview, hein, c'est une prévisualisation. J'ai 10 données qui s'affichent, je peux en mettre un peu plus. Voilà, je peux en mettre jusqu'à 200 par page. Et donc ça reste une prévisualisation, donc c'est un petit peu difficile enfin on peut voir rapidement que en colonne on a les variables, en ligne on a les accessions et on voit qu'il y a des sections. Donc là par exemple j'ai ISAR et j'ai son accession number et ensuite on voit les traitements. Donc tout ce qui concerne le génotype là ici est en marron. On a une section qui concerne les traitements. Donc là en fait il y a soit un traitement aux fongicides, aux insecticides ou mixte aux deux, soit un deuxième type de traitement qui a été appliqué, c'est irrigation en fait. Et donc soit on est dans une condition irriguée ou non irriguée, et on a les variables en fait qui sont ensuite dans chacune des colonnes.
bon, le nom de l'essai, etc., la campagne qui est récapitulée. Mais ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est les différentes variables phénotypiques. Donc, comme donc le numéro de conduite qui permet d'exprimer le rendement, le numéro d'ordre du génotype, etc. Et toutes les variables phénotypiques, on reviendra un peu là-dessus, hein, qui ont été étudiées dans ces trials, dans ces essais. Voilà. Donc il faut savoir que pour les manipuler, c'est beaucoup plus facile de les exporter au format CSV. Donc là, il y a le bouton qui permet de faire ça. Donc je le montre pour montrer que ça marche bien. Voilà, donc là on voit qu'ici j'ai exporté la totalité des données du WP5 sur toutes les accessions. Donc j'ouvre le fichier et voilà, j'ai mon fichier Excel là qui fait plusieurs milliers de lignes parce que en fait il y a des réplicas aussi. Donc il y aura toutes les accessions concernées avec des réplicas. Bon, je montre ça très rapidement dans un premier temps, hein. Il y a toutes les variables ici qui sont en colonne. Voilà. Je reviens sur Ephésis. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, on y reviendra dans la session questions qui va bien. Voilà, je peux exporter au format CSV comme j'ai montré, mais aussi au format MIAPI ISATAB en fait, donc un standard qui commence à être bien adopté par la communauté. Je crois que ça a été promu par comment dire l'IBI. Donc voilà, là c'était pour faire un parcours rapide. Maintenant, moi ce que je proposais dans le cadre de la présentation, c'est de, euh, je vais revenir sur le webinaire, de faire des petits filtres simples. Donc filtrer par campagne de phénotypage, filtrer par site et ensuite par variable phénotypique. Après, je vous montrerai les deux vues qui sont développées dans l'interface qui permettent de visualiser les données de manière différente. Donc là, je reviens sur l'interface. Si je reviens au formulaire, sélectionner les trois accessions Geronimo, Kaya, Nizar, je obtiens le même tableau filtré sur les données de ces accessions. Je peux également faire un export de ces données raffinées pour aller regarder les mêmes traits sur seulement ces trois accessions, comme on peut voir. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que rapidement, je vais vous montrer un sous-dataset encore plus spécifique. Parce que on voulait, admettons qu'on s'intéresse à ces accessions-là, mais que sur un site, en fait, on revient au formulaire de départ, on va sur Trial et on peut mettre que les essais du site en question. Là, par exemple, je vais mettre l'INRA de Dijon. Voilà, et je vois que j'ai plus que 9 essais dans le tableau des trials. Je fais Results. Et donc, on voit qu'il n'y a que le site de Dijon qui s'affiche sur la carte. Et en effet, plus bas, j'ai que les essais de Dijon sur les différentes années, différentes campagnes qui s'affichent. Et mon tableau, ensuite, est raffiné pour seulement ce site-là. Donc pareil, je peux faire un export hein, sur ces données réduites et travailler sur un sous-jeu d'essai. Voilà. Bon là, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y a toutes les variables. Maintenant, le prochain la prochaine possibilité que je voulais montrer, c'était de regarder de plus près certaines variables. Et par exemple, les variables, hop, je reviens au formulaire. Et donc, quand je vais sur l'onglet variable, l'onglet du milieu, j'ai la protéine crops ontologique qui s'affiche en fait, parce qu'il a détecté que dans le cadre de ses essais, c'est cette ontologie qui est utilisée. Ensuite, je commence à rentrer mon nom de trait. Donc là, je vais mettre par exemple rendement. Je vais m'intéresser au rendement. Et en fait, tous les traits qui sont étiquetés liés au rendement dans l'ontologie s'affichent. On voit que c'est des traits de nature de classe agronomique. Et il y a donc le numéro de conduite quand je clique sur la variable en question. Donc là, en fait, pour faire simple, on a l'ontologie et ensuite on a différents traits de classe. Donc on a les classes de traits de type agronomique, morphologique, etc. Là, je suis dans tout ce qui est agronomique. Et à l'intérieur, j'ai différents traits agronomiques. Donc là, c'est le trait qui s'appelle conde, qui est le numéro de conduite. Et en dessous, à l'intérieur de ce trait, j'ai la variable
conde n, numéro de conduite qui permet d'exprimer le rendement le plus élevé avec des chiffres entre 1 et 3. Donc j'ai une description de cette variable détaillée et, je peux donc choisir ce trait-là pour restreindre mes données. Je peux également m'intéresser au rendement en grains à 14%. Donc là, si je vais dessus, je vois que c'est le rendement en grains à 14% d'humidité qu'il est exprimé en quintal par hectare, j'imagine. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais j'imagine que c'est ça. Euh, Ensuite, voilà, on a toujours la description de ce trait-là, enfin de cette variable-là, et on réduit en fait, si vous voulez, la matrice qu'on observait tout à l'heure en fonction de ces deux traits, donc le numéro de conduite et le rendement en grains. Donc là, je fais Results et j'obtiens ma matrice encore plus réduite quand je vais sur mon tableau Phenotyping Data. Je vois que ici, j'ai plus que les deux variables qui m'intéressent, avec toujours les trois accessions sur lesquels je suis centré, et je peux exporter ce sous-dataset en fait au format CSV, mais aussi au format MIAPI ISATAB. Donc voilà, donc là en fait on n'a que deux colonnes et on a aussi, alors il faut savoir que pour chacune, je dis que deux colonnes, mais en fait on a la colonne qui correspond au trait et la colonne qui correspond à la date sur laquelle le trait a été observé. Donc là, pour ce trait-là, on n'a pas la date, mais pour beaucoup de traits, en fait, c'est le cas. Et puis, bien sûr, on a la campagne de phénotypage qui permet aussi de voir le moment. Après, je peux faire éventuellement, bien sûr, des calculs, des moyennes, etc., sur ce sous-dataset et l'exploiter pour faire des analyses complémentaires. Voilà. Donc, je voulais montrer ça. Je voulais montrer aussi qu'on peut, en amont, sans passer par le fichier Excel, on peut déjà ici réduire dans la page de résultats par campagne de phénotypage. Par exemple, je vais enlever tout ce qui est 2013 et 2014 dans le champ Phenotyping Campaigns et je garde que 2015 et j'obtiens le même jeu d'essai restreint sur cette année de cette campagne de phénotypage et je peux refaire l'export voilà, qui m'intéresse. Donc ça, c'était voilà, petite navigation dans les données de phénotypage du WP5. Maintenant, je crois que j'ai une session de questions. Non, je crois qu'il y a les use cases d'abord. Je vais faire les use cases maintenant précis qu'on voulait vous montrer. Alors, je vais repasser rapidement sur les slides. Voilà. On a fait effectivement oui, je voulais vous montrer aussi les différentes vues qu'on a dans la page de résultats. Donc, en fait, si on revient sur une page de résultats qu'on a eue précédemment, il faut savoir que depuis peu, en fait, il y a Guillaume dans notre équipe qui a développé une nouvelle vue en fait pour visualiser les données. Donc là, c'est la vue finalement que je vous ai montrée, sachant qu'avant, en fait, on pouvait aussi voir en mode time series, série temporelle, dans le sens que là, vous avez en fait pour chacune des variables en fait la colonne avec la date à côté, mais avant on pouvait switcher en fait sur une vue time series qui permettait de voir toutes les variables sur la même date en fait affichées sur la même ligne. Alors c'est peut-être pas très clair, mais si je montre des variables qui s'y prêtent, hein. Ouais, donc sauf que là, il n'y a pas les dates. Ouais. Il faut que je prenne des variables qui se prêtent à ça, en fait. Et donc, en fait, là, je reviens sur mes variables. Et bon, si je reprends tout, par exemple, donc je resélectionne toutes mes variables de phénotypage. Et si je vais dans le tableau de résultats, on voit que par défaut, on a la variable avec sa date associée, en fait, à chaque fois. Donc, la variable, par exemple, flow et la date DFO, on a et ça doit être en fonction de quand la date est remplie ou pas. Ouais. La date n'est pas toujours remplie. Ouais.
C'est bizarre, ouais. En tout cas, bah, normalement, j'avais des variables comme ça quand j'avais fait l'export, mais en théorie, on doit avoir la variable et sa date à côté. En tout cas, dans l'export, il me semblait que ça marchait bien. Tu as certaines variables qui sont des dates et du coup, alors, par exemple, voilà, on voit dans l'export que on a la variable géno, donc numéro d'ordre du génotype, et on a la date associée. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on a aussi par exemple des hauteurs, des notes de hauteur, et on a juste à côté, on doit avoir la date de cette variable ht1. Donc quand elles sont rentrées, c'est vrai que ça permet d'avoir les informations bien rangées les unes à côté des autres, la valeur et la date, comme dans le format de soumission en fait. C'était ça l'intérêt. Alors que dans la vue, l'ancienne vue, en fait, si on se met sur Data Table View, au-dessus du tableau, on a Long Time Series qui peut être sélectionné et si on le met, du coup, il va le formater d'une autre manière. Et en, tiens, ouais, en théorie. Donc là, si j'exporte, ça marche pas bien, ouais, c'est bizarre. Alors que il me semblait que c'était ça. Voilà. Ouais, en effet, dans l'export, on voit que ça change de format. En fait, on a la date sur laquelle il a été observé le trait. Bon, là, c'est vrai que les dates sont pas rentrées. Et ensuite, on a les. Ah oui, parce qu'en fait, les variables il y a des variables qui correspondent aux dates, en fait, je pense. Ça doit être pour ça. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, on a deux types de vues. Euh, ensuite, on va passer au use case. Alors, le use case que je voulais montrer, en fait, il y avait un use case qui permettait en fait de regarder les interactions entre tout ce qui est maladie, très lié aux maladies, et le rendement en fait. Donc en fait, l'idée c'est de prendre dans le dataset précédent qu'on regardait, donc le dataset du WP5, de prendre les variables liées au rendement et donc aux maladies. Donc là, le rendement, on l'avait ici. Si je reset ça, parce que je lui fais subir. Voilà. Donc en remettant le rendement dans la case de recherche, on a toujours nos deux fameuses variables liées au rendement, le numéro de conduite et le rendement en grain à 14% d'humidité. Je les sélectionne. Ensuite, si je m'intéresse aux maladies, je prends Aphanomyces par exemple. Euh, Voilà. Donc c'est les premiers, par exemple, tout ce qui est note de dégâts due à Aphanomyces. Donc je peux sélectionner tous les traits, toutes les variables en fait qui sont liées aux dégâts liés à Aphanomyces. Et ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, je fais results et du coup j'ai toujours mes trois accessions qui m'intéressent et j'ai le jeu de données réduit sur ces variables d'intérêt. Donc on voit tout ce qui est lié à Phanomyces et tout ce qui est lié au rendement, en fait, qui est placé côte à côte. On peut faire un export et ensuite travailler ces données pour, euh, pour avoir regardé les interactions entre ces deux facteurs, en fait. Voilà, donc c'est le premier use case qu'on peut faire, par exemple, qu'on peut suggérer avec ce type de données. Euh, Ce que je voulais montrer comme use case aussi, c'était hop, si je repasse sur les slides, c'était en fait regarder l'évolution en fait de la qualité du grain en fait dans le panel WP5 en fait. Donc dans un premier temps, je vais sélectionner le genre Pisum comme tout à l'heure, le panel le groupe d'essai WP5
et sélectionner en fait toutes les variables qui sont liées à la qualité du poids. Et ensuite, je vais exporter ces résultats et calculer la moyenne sur les variables qui m'intéressent. Donc là, par exemple, je vais faire ça. Je vais sur FESIS. En fait, là, pour le coup, je vais retourner au formulaire parce que je vais prendre toutes mes accessions. Donc, je vais dans Génotype et je vais enlever, décocher Geronimo, Isar et Cayenne. Donc là, on voit en bas que je me retrouve normalement au bout d'un moment, il va recharger, il va se retrouver avec toutes les accessions, j'espère. Effet démo. On va revenir, je vais le refaire. Donc là, je reprends Pisum. Et là, j'ai mes 310 accessions, voilà. Ensuite, je reviens dans Trial et je prends, pas dans Site, dans Dataset, Trial Dataset, je prends WP5. Ensuite, comme je disais, je vais m'intéresser donc à la qualité du grain. Donc je tape qualité et je regarde ce que j'ai dans le trait class quality. Voilà, normalement. Normalement, il y en a. Donc voilà, je prends toutes les variables qui sont liées à la qualité. Mais c'est vrai que ouais, si, ouais, il y a des variables. Donc là, en gros, pour faire rapide, hein, il y a la teneur en azote critique, il y a la teneur en azote des parties aériennes, il y a je crois que c'est le taux en protéines des grains, et il y a la teneur en vicine, convicine. Donc en fait, du coup, je prends ces traits-là et je fais un export. Donc là, déjà, je me retrouve sur ma page de résultats et j'exporte mes données. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, bon, je l'ai fait en amont hein, pour pas qu'on perde le temps à calculer les moyennes et tout ça. Mais voilà. Euh, c'est la qualité. Ce qu'on peut faire du coup, c'est à partir de ces variables, donc euh, si je reviens sur mon tableau, je vois qu'il y a deux variables qui m'intéressent particulièrement. Par exemple, c'est le taux de protéines des grains en termes de qualité. Et j'avais pris l'azote critique, le taux d'azote critique. Donc, du coup, j'ai calculé les moyennes de ces traits-là, par exemple. J'ai calculé la moyenne en 2013, par exemple, enfin dans toutes les années, même toutes les campagnes de phénotypage pour ces traits-là. Donc typiquement, là, on voit que pour ce qui est de la colonne N, là, donc le taux de protéines des grains, euh, on arrive à une moyenne en 2013 qui est de 22,5, 22,57. Ensuite, en 2014, ça a baissé, c'est en 19,98. Alors là, pour le coup, j'avais pris toutes les accessions, hein. J'ai pas seulement Cayenne, Enduro, enfin, les trois que j'avais prises, hein. J'ai exporté la totalité du panel et donc afin qu'il y ait une moyenne qui soit assez représentative. Et en 2015, je crois qu'il n'y avait pas cette variable-là n'avait pas de chiffre, donc j'ai pas de moyenne. Donc on voit qu'il y a une petite diminution entre les deux campagnes, 2013 et 2014. Ensuite, pour ce qui est le taux d'azote critique, en 2015, il était de 3,60. Là, en 2014, il est de 3,51. Et, et donc, en 2013, j'avais du 3,22. Donc ça permet après de regarder un peu l'évolution hein, de ces traits de qualité sur les différentes années, les 3 années des données qui correspondent aux données. Voilà, donc c'était le genre de use case voilà, qui peut se faire. Qu'est-ce que j'avais encore comme use case? Euh, oui, le dernier use case en fait que je voulais montrer aussi, c'était la possibilité par exemple de construire des jeux d'essais dédiés à la génétique d'association.
Donc, bon, dans le WP1, en fait, on essaye d'identifier les allèles qui sont liés, les SNP, les marqueurs qui sont liés comment dire, à tout ce qui est trait de tolérance au stress et notamment aux maladies. Et donc, j'ai essayé de voir comment on pourrait éventuellement aller dans cette direction-là avec Ephesis pour construire un panel, pour construire en fait l'analyse d'association et aussi dans un deuxième temps pour voir si ça peut aider à construire un panel réduit dans le cadre de cette analyse d'association, donc un panel d'accession. Donc voilà, donc le premier use case, essayer de regarder un peu comment se comportent ces variables-là de stress, tolérance au stress, et de voir comment on peut mener une étude d'association dessus. Ben, avec Ephesis, on peut faire des exports de données qui peuvent aller dans ce sens-là. Du coup, je reviens sur le formulaire. Donc là, je reprends, j'ai toujours PISOM, donc toutes mes accessions qui sont sélectionnées, 310. Les variables, pour le coup, je vais décocher celle de la qualité et je vais me concentrer. Alors, trial, je suis toujours sur les données du WP5. Et donc, dans variables, je vais regarder, en fait, par exemple, tout ce qui pourrait être lié au stress de maladie, par exemple, potentiel infectieux. Alors, ça, c'est pas le cas, mais il y avait aphanomycès, note de dégâts due à aphanomycès, par exemple. Donc, si je sélectionne ces variables-là et que, voilà, j'obtiens mon dataset, je peux ensuite exporter, encore une fois, mes données au format CSV. Voilà, donc là j'ai mon export en fait sur comment dire, les notes de dégâts dues à Phanomycès sur les différentes accessions. Et je peux combiner ça potentiellement avec du génotypage euh, en allant dans GNP, SNP. Donc là, sur ce cas-là, je vais dans polymorphisme. Voilà, et je sélectionne également PISOM. Alors là, pour le coup, j'ai que la population AMS, mais je peux déjà observer pour la population AMS, en fait, voilà, des marqueurs qui pourraient faire un export des marqueurs de cette expérience, du génotypage de cette expérience. Et du coup, en fait, donc en exportant, potentiellement, si on a des zones du génome qui sont d'intérêt, en fait, on peut les réduire ici dans l'onglet marqueurs, en fait, en faisant une recherche. Donc c'est des comptes par contigs scaffold sur le génome de référence et en prenant voilà, la version de génome Pisum Sativum V1. Et si je prends des contigs qui m'intéressent, je peux faire un export typiquement. Voilà, des données de génotypage, des marqueurs qui sont contenus sur. Donc là, on voit qu'il y a 205 marqueurs qui sont contenus sur mon contig 104 14 600. Et ici, on a la matrice de génotypage de ces marqueurs-là sur cette zone, sur ces contigs-là. On exporte ça au format VCF. Donc voilà, tout pour vous montrer rapidement qu'en fait, donc là, on aura le VCF des marqueurs dans la zone d'intérêt et on aura à côté de ça l'export Ephesis des traits qui nous intéressent et on pourra essayer mener, de formater ça pour faire une analyse d'association sur soit région centrée, là on a centré sur un contig, soit sur tout le génome. Ça pourrait aider, donc Ephesis pourrait aider à formater les données pour ensuite lancer ces outils de génétique d'association. Voilà, donc ça c'était le troisième use case. Donc l'export est un peu long parce que il y a pas mal de données. Voilà. Donc après je crois que ouais, voilà, il y a la session de questions, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat?
Alors, ok. Pendant ce temps, je vais remettre les micros des personnes. Donc, on va déjà commencer par les questions qui ont été posées dans le chat. Alors, il y a Anthony qui demande s'il s'agit de données brutes ou ajustées. Mais bon, c'était du coup il y a quelques Ouais. minutes. Sur, Donc, ça devait être les premières données de phéno que tu as dû me d'accord. montrer. Et c'était sur quel trait en fait? Sur toutes les données ou sur des traits en particulier que portait la question, Anthony? Donc si tu m'entends, Nasser, là. Oui, je t'entends, Anthony. Donc en fait, l'idée c'était de savoir, donc tu sais, il y a deux sortes de données, hein. Il y a toujours les données brutes qui sortent d'Exp, et puis après il y a des ajustements qui sont faits en fonction des plans d'expérience, et, euh, et donc c'était pour savoir si là, enfin, l'objectif c'était simplement d'intégrer les données brutes ou les données ajustées ou les deux, et savoir aussi si dans les choses qui sont intégrées, s'il y avait les plans d'expérience qui étaient en pièce jointe ou Alors, de ce que j'en sais, en fait, on peut intégrer les deux types de données. Je sais qu'on peut lier des fichiers aux essais, en fait. Donc, tu pourrais joindre ces plans d'expérience, je pense, dans des fichiers, en fait. Donc, typiquement, euh, il y a, quand tu arrives sur un essai, il me semble, alors si par exemple je relance une requête sur Ephésis sur nos données du WP5, euh, tu sais, tu peux arriver sur l'essai en fait. Par exemple, dans la page de résultats, j'ai trial list et là, si je me concentre sur un essai particulier, il me semble que dans cette page, on pourrait avoir un lien vers un fichier, hein. Je demande à Célia pour être sûr, mais normalement, on a la possibilité de lier des fichiers aux essais, hein. C'est ça, Célia. Ouais. Donc, en gros, voilà, si tu as un plan d'expérience, un plan à rajouter, tu peux le faire. En gros, dans le format de soumission, bah, soit je le montre tout de suite, soit je te le montre tout à l'heure quand on va l'aborder, mais il y a un onglet, je pense que ouais, je te le montrerai tout à l'heure, mais il y a un onglet Files qui permet de faire le lien entre ton essai et des fichiers éventuels qu'on pourrait joindre en téléchargement sous forme d'archives, tu vois. ouais. C'est important qu'on sache effectivement si c'est du brut ou de l'élaborer, enfin de l'ajuster, hein, pour ceux qui vont aller interroger ces bases finalement, quoi. Ouais, ah ouais, t'as raison, ouais, tout à fait. Mm. Ok. Donc du coup, si tu veux, on peut même compléter ce jeu d'essai. Si tu as le plan d'expérience ou autre, on pourrait rajouter ce fichier-là en téléchargement. Ouais. Ok, après on avait... Oui, Ouais, d'accord. D'accord. Il y a Célia qui me dit aussi qu'on peut également stocker des fichiers en fait en tant que variable dans le tableau là qui s'affichait. Donc ça peut être une alternative. Je ne sais pas si c'est dans ton cas ça va être le plus judicieux, mais en tout cas les variables qui sont où où les données sont contenues dans des fichiers hein, ou dans des images, elles sont gérées maintenant aussi. Mais faut pas voilà, faut pas des fichiers trop gros, mais sinon ça passe maintenant. Voilà. ok, alors du coup on avait deux questions de Grégoire, enfin remarque et question. Ouais. Une remarque sur l'Excel avec, vous avez vu qu'il y avait des caractères spéciaux et des points-virgules. En effet. Et du coup, ça s'affichait peut-être pas super bien. Et une autre question sur la possibilité de faire des graphiques Ah, directement dans d'accord. Epictis ou pas. D'accord. Ouais. Euh, Alors là, comme dit Célia, la première, c'est un bug connu. C'est vrai qu'on a, même dans différentes applis, hein, c'est pas la seule, on a en fait des petits soucis sur l'encodage de certains caractères. C'est ça? Allume Ouais, ton, vas-y, ton Célia, micro. tu peux intervenir. Ok. Là, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok. Donc le problème, en fait, et on n'arrive pas, on a beaucoup de mal à le corriger, c'est parce que quand on récupère directement le fichier pour l'ouvrir, comme c'est Excel qui ouvre le fichier par défaut, il prend l'encodage Windows. Sauf que nos données, elles sont en encodage UTF-8.
Donc normalement, si le fichier est téléchargé puis ouvert et qu'à l'ouverture on précise quel est le séparateur et quel est l'encodage est correct. C'est un peu plus compliqué, il faudrait qu'on essaye en effet de corriger pour que à l'ouverture ça fonctionne directement, mais là c'est un peu compliqué. Ok, merci Célia. Est-ce que du coup, ça serait pas plus simple de bannir les caractères spéciaux dans les fichiers d'entrée? Est-ce que ça serait une solution de bannir les caractères spéciaux dans les fichiers d'entrée? Bah, ça pourrait l'être, je pense, mais après, ça dépend. Enfin, moi, mon avis, c'est que ça dépend de ce que vous jugez pertinent. Si la variable avec sans accent, par exemple, elle vous parle, elle vous semble facile à interpréter, etc., pourquoi pas? Mais sinon, si c'est dans les valeurs ou autres, ou dans les variables, ça dénature notre possibilité d'interpréter les données. Peut-être qu'il vaut mieux garder les accents et que nous, on va essayer de régler ce problème. Mais voilà. C'est vrai que dans plusieurs cas, mettre la lettre sans accent, c'est tout à fait compréhensible et ça permet de régler le problème. Mais ouais, c'est au cas par cas, je pense. Et du Il y coup, a une autre question. Ouais. pour les graphiques dans Ephésis, du coup, Ah en oui. effet, il y a, à part la géolocalisation, il n'y a pas de graphique, mais par contre, il y a des graphiques dans tout ce qui est association. Ça, je pense que je sais pas si tu en parlais dans ce binaire, Nasser. Non, c'était pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que on l'avait démontré, on avait fait la démonstration il y a 2 ans, je crois, ou en 2015. On avait fait la démonstration de GNPASO, où effectivement, on avait montré les Manhattan plots, tous les petits graphiques qui étaient possibles dans GNPASO. Mais dans Ephésis, c'est vrai que, alors après, c'est lié à peut-être une vision plus prospective, savoir si on prévoit de le faire plus tard, mais à part la carte où on voit les sites, je crois pas que ce soit le cas. Il y a certaines réflexions qui sont en cours pour avoir des tableaux qui soient plus facilement filtrables et dont les données puissent être extraites pour faire des petits graphiques, alors soit directement dans Ephésis, soit pouvoir faire des extractions au format R ou autre, afin qu'on puisse facilement les importer dans des outils graphiques. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était pas dans les priorités d'Ephésis et c'est encore en réflexion, mais c'est quelque chose qu'on a derrière la tête. Alors après, s'il y a des idées concrètes avec des graphiques vraiment qui vous semblent importants, c'est toujours intéressant de nous les remonter pour que nous, après, on puisse voir du coup comment on peut réussir à mettre en place cette solution. Donc, est-ce qu'on fait directement dans Ephésis ou est-ce qu'on peut utiliser un outil qui préexiste et qui le fera mieux que nous? Donc, à ce moment-là, on pourrait générer la sortie qui va bien ou enfin voilà, étudier vraiment la problématique et la fonctionnalité qui est demandée. Mm, tout à fait. Tu pensais à quelque chose, Grégoire, en particulier comme graphique? C'était moi en fait. Je pensais que si on faisait quelques variétés, on voulait comparer le rendement vite fait dans les 10, si on avait vite fait sur 3-4 variétés, au lieu d'exploiter les données à la on peut construire un graphique Tu peux simple. parler un peu plus fort, s'il te plaît? On t'entend pas très bien. Donc, l'idée, c'était quand on parle d'un nombre de variétés assez limité, et on s'intéresse à un trait donné qui est le rendement, par exemple, si on veut juste savoir Ouais, s'il y a un effet rendement en fonction des variétés, ou s'il y a une variété qui se comporte mieux que l'autre dans tous les sites, au lieu d'accord. d'exploiter à des plateformes pour construire un graphique assez simple, on sait si on pouvait juste faire un clic et dire flottez-moi ces données pour que je puisse les voir directement D'accord. dans les TD. Ok. Donc ça serait un graphique qui montrerait ça, donc sous forme, je sais pas, je sais pas si on peut montrer ça sous forme d'histogramme ou autre, ou avec les différentes accessions ou quelque chose dans le genre. Je sais pas s'il y a quelque chose de standard dans le domaine en fait pour montrer ce genre de choses, mais en tout cas, on va noter le besoin. En tout cas, je pense que quand même l'idée qu'il y a derrière Ephésis, c'est quand même plus de pouvoir customiser un tableau de résultats et après pouvoir utiliser ce tableau de résultats, l'exporter et pouvoir l'utiliser avec R et tout ça, pour le moment. Ah oui, il y a aussi des applications qui pourraient venir. D'accord, ok. Bon, bah, ça pourrait être sympa en effet. Et on avait d'autres questions de Christelle, enfin remarques et questions de Christelle, qui dit, alors une petite remarque pour la forme, Aphanomyces, majuscule et pas d'accent, bon voilà. D'accord. Et je pense que tu l'as vu dans l'interface, c'est ça? Donc faudra On va le noter corriger. ça, ouais.
Et sinon, une question sur les ontologies. Donc les variables sont en français et en anglais. Enfin, français et anglais. Donc certaines sont en français, d'autres sont en anglais, c'est ça? Et du coup, est-ce que c'est homogène ou pas? Est-ce que Oui. ça va être homogénéisé? Alors, en fait, ce qui était prévu, je ne sais plus si on en a parlé à la réunion annuelle. Normalement, oui. C'était prévu de traduire l'ontologie en anglais. Et donc, normalement, on aura du coup une harmonisation sur les noms des variables et des traits. On a gentiment, comment il s'appelle, un des membres du projet qui est britannique. J'essaie de retrouver son prénom, qui nous a proposé de le faire. Il est dans l'équipe de Judith. Euh, enfin, en tout cas, on a quelqu'un qui gentiment nous a proposé de le faire. Donc, on va faire ça en fait. Donc, le plan, c'était quand même de soumettre à la cropontologie avec les premières corrections pour que ça passe toute leur phase d'acceptation, et ensuite de faire la traduction dans un deuxième temps. Mais ça sera tout en anglais normalement. Alors je ne sais pas si enfin, si vous connaissez des gens ou si parmi vous, les gens sont plus, comment dire, préfèrent que ça soit en français. Mais c'est vrai que pour que ça soit le plus standard possible et que ça soit utilisable, vraiment interopérable. Il faut les deux. Après, ouais, Célia me fait la remarque, effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir les deux. Ouais, c'est ce que tu as au niveau forestier. Ouais. Donc on pourrait avoir effectivement donc l'ontologie qui gérée en français et en anglais. Donc ouais, donc ok. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place. On n'aura pas de mélange des genres, quoi, pas de mélange de français et d'anglais. On va gérer les deux langues à terme. Voilà. Alors, autre question sur l'ontologie de Marie-Laure. Quelle validation des variables de l'ontologie au sein du consortium PIMUST? Donc comment se fait la validation? C'est ça que je comprends. Alors, ça dépend, Marie-Laure, si tu parles de l'ontologie actuelle ou des nouvelles variables qui seraient amenées à être intégrées dans l'ontologie. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, pour l'ontologie actuelle, en fait, on a mis en place un groupe de travail, donc avec Anthony Klein, avec Christophe Lecomte et avec Christelle Delvaux et un collègue de son équipe. Et on a commencé en fait, on a sorti toutes les variables et tous les traits qui étaient dans le WP1, WP5 de mémoire. Et du coup, il y a eu un gros travail de toutes ces personnes-là pour essayer de normaliser tout ça et nous le formater. Et ensuite, on a eu, donc en fait, en gros, en termes de validation, c'est vrai qu'on s'est appuyé donc sur ces experts. Et sur les données aussi qui étaient, tu vois, en fait, cette ontologie, elle a été mise en place parce elle soutenait des vraies variables parce qu'il y avait des données derrière qui étaient produites dans le WP1 et dans le WP5. Donc, je ne sais pas ce que tu entends par validation. En tout cas, c'était comment on a procédé, c'était de cette manière-là, quoi. Qu'est-ce que tu veux préciser ta question, Marie-Laure? Vous m'entendez? Ah oui, là oui, on t'entend. Allô? Oui, c'est bon, Je vais me rapprocher, pardon. pas de souci. Oui, en fait, effectivement, quand on va être amené à rentrer des données d'autres WP dans GNPIS, par exemple, je pense à Phanomyces parce que voilà, on connaît ça. Donc, on va avoir des variables de type indice de nécrose racinaire, de type jaunissement, indice de dépérissement aérien. Et donc, du coup, dans les variables, par exemple, qui sont listées là, moi, on ne sait pas forcément lesquelles correspondraient à à nos notations. Donc, est-ce qu'il faudrait créer de nouvelles variables? Est-ce qu'il faut, voilà, ou est-ce que on a besoin, vu que vous faites une soumission à la cropontologie, est-ce que la liste des variables va devoir être figée quand même pour la soumission dans cropontologie? Et dans ce cas, si elle est figée, eh bien, il faudrait qu'elle soit utilisable, harmonisée au maximum avec l'ensemble de ce que les utilisateurs utilisent comme variable dans les différents Ouais, WP. ouais, ouais, Est-ce que vous ouais. voyez ce que je veux dire?
Moi, c'est la soumission à la Alors, crop ontologie qui m'inquiète un peu parce que ça me donne une image de fixer les choses. Or, ouais. c'est Mm. beaucoup Mais en c'est pas le cas, dehors ouais. Mm. l'expert de Dijon. On n'a pas eu la liste des variables et on pourrait être amené à, voilà, à modifier les Ouais. définitions. Voilà. Voilà. Mm. Donc si je peux intervenir, Nasser, Oui, Marie-Laure, donc c'est vrai qu'au Oui, 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 Anthony. on a travaillé cette liste avec effectivement, c'est ce que tu disais, hein, avec les données WP1 et WP5. Il serait peut-être maintenant effectivement intéressant de te passer cette liste, Marie-Laure, que tu complètes avec des variables plus associées à vos thématiques. Et avant de Ouais. s'ouvrir à la crop ontologie, enfin avant de figer effectivement à la crop ontologie. Alors de mémoire, je ne sais plus s'il y a des variables à Fano dans la liste, hein, la liste qui comprend, enfin, on est plusieurs dizaines, voire on n'est pas loin de la centaine de variables. Donc, Ouais. il y a, on en a vu bien sûr, Bah, effectivement. ce Ouais. travail n'a pas été fait. il y en a quelques-unes normalement. Travail d'échange, une mise en commun du fichier de toutes les variables qui sont travaillées dans PIMOST, il n'a pas été fait, et peut-être qu'il peut se faire maintenant. Oui, tout à fait. Je pense Ouais, ouais, je pense que hein, tu as raison. Ouais. Euh, à d'autres, Anthony, en fait. pas non plus. Ah, Oui, il y a Marie-Laure, d'autres on variables. t'entend pas bien. Ah, pardon. Vous m'entendez pas bien? Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux. Ouais, ouais. Oui, effectivement, il y a d'autres variables comme le gel. Alors, j'ai pas regardé hein, dans la liste. Vous avez certainement fait un énorme travail, hein, effectivement. Sur les variables Afanomyces, par exemple, dans ce qu'on connaît, effectivement, vous les avez définies, par exemple, première note de dégâts. Donc, du coup, nous, on peut se dire, bon, est-ce que ça correspond à des indices de nécrotracinaire ou à des, je prends des exemples, hein, mais ou à du Ouais. jaunissement? Est-ce que nous, on aurait les mêmes échelles? Voilà. Bon, ça, c'est un exemple, mais pour le gel, je sais pas, Isabelle, il faudrait peut-être aussi qu'elle voit si c'est, voilà, si elle a les mêmes échelles, les mêmes variables, puisqu'après, on va Ouais. être confronté, nous, quand on va rentrer des données, à savoir si c'est, voilà, si c'est les bonnes variables. Si nos données correspondent à ces variables-là dans l'ontologie. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est une très bonne remarque, effectivement. C'est vrai on est parti, on a essayé de faire ça. Nous, les informaticiens ici à l'URJ, on travaille beaucoup en itératif, en fait. On part sur un petit use case et après, on essaye si tu veux, d'élargir le développement, par exemple, et de capitaliser dessus. Donc, j'avoue, on était un peu parti dans cette stratégie de Oui, commencer avec les variables des données qui arrivaient tout de suite. Et ensuite, oui, on sait que d'expérience que tu vois, pour les autres espèces, il y a une possibilité de mise à jour de ces ontologies. Donc on n'était pas inquiet sur le fait de pouvoir après rajouter de nouvelles variables. Par contre, c'est sur se mettre d'accord sur les échelles et tout ça, c'est peut-être là où il y a peut-être besoin avant de la pousser définitivement à la crop, de se mettre d'accord. Donc moi je trouve que effectivement c'est une bonne idée de faire tourner le fichier. C'est un fichier Excel, hein, donc on peut vous l'envoyer. Et tous ceux qui sont susceptibles de le modifier, d'ajouter des variables ou d'apporter des remarques dessus sont les bienvenus pour le faire. Sachant qu'en fait, on peut également le faire de manière itérative, dans le sens que cette version peut être pushée à la crop, mais elle est vraiment pas définitive. Et c'est vraiment, il me semble, la philosophie de la crop ontologie de laisser évoluer, comment dire, de faire évoluer ouais, leurs ontologies et de ne pas rester figé, quoi. Donc les deux possibilités sont offertes. C'est à vous de me dire ce que vous jugez le plus pertinent. On peut faire les deux, mais bon, faut savoir qu'on a déjà envoyé hein, la première version à l'équipe de l'acropontologie. Euh, Disons que nous, on voulait aussi occuper le terrain, hein, pour être tout à fait, dans le sens que s'il y a une autre ontologie poids qui sort, par exemple, et qui change complètement nos standards, il faut savoir qu'elle va nous imposer après des noms de traits, des noms de variables et éventuellement des échelles qui seront peut-être pas celles qui seront les plus, comment dire, les plus cohérentes avec nos données. Donc c'est pour ça qu'on se disait aussi
que, comme on a fait dans d'autres espèces, c'était bien d'occuper le terrain et éventuellement après de mettre à jour. Mais si vous jugez que vous craignez que ça ait des effets de bord, moi je peux très bien entendre ce message et on peut revoir le- Mais la est-ce qu'on stratégie. peut modifier, par exemple, la définition d'une variable? Par exemple, AF1, là, dans ce qu'on connaît, qui est défini Oui. actuellement, j'ai en tête comme note de première note de dégâts, etc. Est-ce qu'on peut, une fois que c'est rentré dans la cropontologie, redonner une autre définition ou une définition ajustée ou voilà, est-ce qu'on peut toucher? C'est la notion de rigidité une fois que c'est soumis à la cropontologie qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas Ouais. les éléments là-dessus. Ouais, ouais, je comprends ta préoccupation et en effet, je parle sous le contrôle de Célia et Célia elle a pas mal d'expérience dans le domaine. Il y a vraiment une possibilité d'updater tous les champs et donc sauf les identifiants, voilà. Les identifiants restent figés. C'est pour ça que la petite contrainte, c'est par exemple, déjà nous on a un préfixe dans les noms de variables. Je ne sais pas si vous avez vu, elles sont toutes préfixées CO quelque chose 349, je crois, parce que c'est l'identifiant qu'on a réservé à la cropontologie. Donc ensuite, ouais, CO349, deux points, et après on a un numéro, un identifiant qui correspond donc à un nombre, et ces numéros-là, ils ne bougent pas. Et par contre, après, tout ce qui est derrière, même le name peut être mis à jour si on considère que APH pour note de dégâts du Aphanomyces, c'est pas satisfaisant, on peut le mettre à jour. Et la description, pareil. Donc, c'est vraiment pas un problème, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense on peut vraiment partir sur l'approche itérative et après améliorer, faire une première version comme ça et l'améliorer par la suite. D'accord. Bon, si on peut rajouter des variables, par exemple AF, qui correspondent à d'autres définitions, c'est pas dans ce cas, c'est pas gênant. Enfin voilà, c'est Ouais, il y vraiment a cette par rapport à possibilité, ouais, ouais. ça. Je comprends. Mais ça, il y a cette Après, c'est possibilité-là. D'ailleurs, pour gérer les cas où on a plusieurs échelles, on a d'ores et déjà prévu plusieurs variables qui correspondent au même trait, mais avec différentes échelles et donc qui permettent d'élargir un peu les possibilités. Donc ça peut être la même chose pour un trait qui serait un peu similaire et qu'on voudrait rajouter en plus. mmh. Bon, je pense que quand même par rapport à la diffusion de cette liste d'ontologie à toutes les personnes dans PIMUS qui centralisent des données, je pense au Oui, réseau GEL, au réseau, bah oui, Bruche, mais je pense que Christelle a dû être, voilà, ou surtout GEL ou ASCO, et d'accord. maladie, ouais. Je pense que Réseau ça peut GEL, être pas mal, maladie, je note. Ouais, ouais. d'accord. Tu Architecture, vois d'autres réseaux, d'autres personnes? architecture. On t'entend Ah, plus, on Marie-Laure. t'entend plus. Ouais, on t'entend plus là. Vous m'entendez plus? Ah Là, mince. oui. Ah bon? Là, c'est bon, Marie-Laure. Là, c'est bon. Ok. Ouais. Donc, Oui, tu disais réseau GEL, réseau maladie. réseau gel, réseau maladie, réseau, je sais pas, tout ce qui est géré. Enfin, faut identifier les gens qui centralisent des données phénotypiques au niveau archiracinaire. Je sais pas, à Dijon, chez Virginie, s'il y a des choses aussi. En tout cas, je pense qu'il faut peut-être circulariser cette liste quand même à un certain nombre de. Je me demande s'il ne faut pas circulariser aux sélectionneurs. Enfin, je sais pas, c'est peut-être dit qu'il y avait. Ouais, Euh, bon, à Dijon, je sais pas, peut-être vous avez des. Mais au moins aux personnes qui centralisent les données, qui reviennent des essais chez les sélectionneurs, qui reviennent des essais un petit peu dédiés, quoi. Je pense gel d'accord. surtout maladie et puis tout ce qui est architecture autrement, racinaire, je sais pas. Ok. Bon, je note ça. Et puis, de toute façon, je vais voir avec Amandine, du coup, pour qu'on mette en place cette mailing list là, qui englobera toutes ces personnes. Et puis, Oui, bien sûr, on va faire tourner. Et si vous êtes d'accord, on va continuer sur la soumission de la première version. Et on aura ensuite, après mise à jour de cette ontologie par ces différentes personnes, on pourra mettre en place une V2, quoi. oui. Ça vous va?
Ouais, Oui, super, oui, oui. impeccable. Vous m'entendez ou pas? Oui. Il faut que tu mettes. Oui, oui, Euh, oui, de l'ontologie. Lors des discussions, en fait, on avait été un petit peu en souci par rapport aux échelles qualitatives et quantitatives des variables. Et je pense qu'il y ouais, a des personnes effectivement, qui vont faire des remarques par rapport à ça. Donc, je pense que l'idée, c'est peut-être pas de changer directement dans le fichier, mais de mettre dans un panier commun toutes les remarques de chacun avant de faire des modifs sur le ouais, fichier. ouais. Oui. Parce que sinon, Mm. on s'en sortira pas. Et éventuellement, peut-être, si on voit que ça devient compliqué, solliciter peut-être un atelier lors de la prochaine réunion où on sera tous là Ouais, et poser de manière définitive. Oui. ouais, Mais ouais, oui. ouais, t'as raison. Ça me semble bien comme process. Effectivement, dans un premier temps, on peut recueillir toutes les suggestions et après refaire un atelier lors de la prochaine réunion annuelle. Ouais. Parce que c'est vrai que si on fait tous, oui, j'allais dire, c'est vrai que si on fait tous une version différente et qu'après il faut merger tout ça, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, on fait tourner le fichier, on recueille toutes les suggestions et on travaille ça dans la prochaine réunion annuelle. Ok, ça marche, c'est noté. Ouais, là, c'est vrai que le temps tourne. Il n'y a pas d'autres questions ou on va peut-être devoir continuer malheureusement. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a la partie soumission là. Donc là, il restait à montrer un petit peu, c'était aussi un des objectifs du webinaire, c'est parler de la soumission de données de phénotypage dans PIMUST en particulier avec les données de PIMUST. Donc en fait, en gros, oups, je voulais enlever ce petit truc là, je ne sais pas si vous l'avez, mais voilà. Euh, L'idée, en fait, pour la soumission des données de phénotypage, en fait, c'est comme on disait un peu tout à l'heure, c'est de bien encoder le matériel biologique, donc bien vérifier que les accessions en particulier sont bien identifiées avec, de manière unique. Alors pour ça, du coup, nous, comme je disais, on s'appuie sur les centres de ressources biologiques, sur l'INRA de Dijon et aussi sur l'INRA de Rennes. Et du coup, on a une unicité pour les accessions qui est assez claire en fait. C'est sur l'accession number, le groupe de taxonomique et l'organisation. Donc soit ça, soit un DOI. Donc un DOI pour Digital Object Identifier. En fait, en gros, soit on a cet identifieur type un peu comme dans les publis, hein, ce DOI qui identifie de manière unique une accession. Donc une accession qui aurait été déjà rentrée dans Ephesis, elle a son DOI, ou dans Cyregal, hein, en tout cas dans GenPS, elle a son DOI, et il suffirait de l'identifier par ce DOI. Donc ça, c'est la manière la plus simple. Si on n'a pas ce DOI, parfois c'est un peu compliqué d'aller le chercher, on peut utiliser le triplet, donc accession number, taxon groupe, organisation. Donc ça identifie de manière unique une accession. Et il faut s'assurer de la manière, enfin, dans la mesure du possible auprès du BRC ou du GRC du fait que ça soit correct, hein, ce triplet-là, si on passe par cette identification-là. Ou ce qu'on peut suggérer aussi, c'est de vous aider de l'export de plantes matérielles qui est réalisé à partir d'Ephesis, hein, si par exemple, en tout cas pour les accessions qui existent déjà dans la base de données. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et vous soumettrez des données qui seront vraiment, il n'y aura pas de doublon, quoi. On ne risque pas d'avoir par exemple un Cayenne avec une majuscule euh, qui n'a pas été mise, voilà, et qui va faire un doublon potentiel, quoi. Voilà, donc c'est très important, la codification du matériel biologique. Ensuite, pareil, la codification des variables de phénotypage. C'est pour ça qu'on passe notamment par une ontologie. Et donc, on vient juste d'en parler. En fait, si jamais l'ontologie contient déjà des variables qui répondent aux besoins, donc on reprend exactement le nom de l'ontologie, le nom de la variable, et on identifie ça dans le fichier de soumission Ephesis. Je vais montrer ça tout à l'heure. Soit si la variable manque, en fait, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, on a vu un peu le process
qu'on va utiliser pour pouvoir être, comment dire, le plus exhaustif possible. Mais bon, par ailleurs, si quelqu'un qui doit soumettre des données se rend compte qu'il y a quand même une variable qui manque, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un email. Vous pouvez passer par moi, par exemple, et vous nous signalez ça, quoi. Et on verra comment rajouter cette variable. Et donc ensuite, préparer l'Excel, le fichier Excel de soumission. Alors, je vais vous le montrer. Donc, j'ai mis l'URL où on peut le télécharger. Euh, je vais vous le montrer en direct. Voilà. Donc en fait, très important, il y a un onglet README qui est, je trouve, très bien fait, qui permet vraiment de bien spécifier ce qu'on met dans les champs. Alors, il faut savoir que comme dans tous nos formats de soumission, hein, tout ce qui est champ en rouge ou onglet en rouge, c'est obligatoire, en fait, ça doit être rempli. Sinon, on ne peut pas assurer l'identification précise des données. Tout ce qui est en noir, c'est facultatif, c'est optionnel, mais bon, il y a des champs qui sont quand même assez intéressants à remplir malgré tout, même s'ils sont facultatifs. Il y a ensuite le code couleur bleu, c'est pour indiquer en fait des champs qui sont un peu spécifiques, dans le sens que parfois on est obligé de remplir un champ si un autre champ a été rempli. Enfin, c'est voilà. Mais la contrainte est bien notée par ailleurs dans la doc. Donc après, on détaille ensuite chacun des onglets. Et il y a l'onglet je vais les lister hein, pour que ça soit plus clair. Il y a l'onglet Essai, Trial, l'onglet Site pour décrire le site où a été fait l'expérience, l'onglet Contact pour décrire principalement les personnes qui ont généré les données, l'onglet Variables pour lister les variables qui ont été utilisées, l'onglet Plante Material donc pour lister les accessions qui sont typées dans l'expérience, phénotypées dans l'expérience. Donc là, en l'occurrence, ces 5 onglets sont obligatoires. Ensuite, on a bien sûr l'obligation de remplir un des autres onglets, enfin surtout l'onglet Data. Mais avant ça, on a l'onglet Treatment, si jamais on a des traitements qui sont appliqués dans l'essai. Donc ça, c'est différents facteurs, ça permet d'écrire différents facteurs et on peut revenir rapidement dessus après. Mais par exemple, si ça a été irrigué, si le terrain était irrigué ou pas, ou différents traitements qui auraient pu être appliqués comme des pesticides ou autres, des insecticides. L'onglet ITK, j'avoue que je suis pas enfin je connais pas trop, mais je crois savoir que c'est des interventions qui ont été faites sur des itinéraires techniques, c'est ça, ouais, qui ont été faites donc sur des parcelles ou autres, c'est ça, hein. D'accord, ouais. Donc s'il y a eu des plantes, enfin des feuilles coupées ou des traitements qui ont été appliqués, etc. Donc déclarer ces itinéraires techniques dans cet onglet. Euh, L'onglet File, c'est comme ce dont je parlais tout à l'heure, Anthony, ce qui te permet de spécifier des fichiers, par exemple, dans ton plan d'expérience et de le lier à cet essai-là. Et enfin, l'onglet Data, le plus important, qui contient toutes les variables avec leurs valeurs par accession, la fameuse matrice qu'on observait tout à l'heure, avec le low name, la première colonne qui identifie l'accession, et en tout cas le lot de graines qui a été utilisé pour l'accession donnée. Et ensuite, je vais détailler rapidement celui-là, les facteurs qui ont été utilisés. Donc il peut y avoir entre 0 et n facteurs, hein, irrigation, traitement ou autre. Donc on peut en avoir plusieurs. Les niveaux, c'est pour le coup, c'est savoir si jamais l'observation a été faite sur une parcelle ou sur une seule plante ou sur tout comment dire, sur un niveau différent. X et Y permettent, ainsi que XM et YM permettent d'identifier des positions du dispositif qui a été observé, euh, de l'individu, c'est ça? Ah oui, d'accord, merci Célia. Donc en fait, c'est pour identifier effectivement le lot dans le dispositif, savoir où il a été positionné. La campagne de phénotypage, ensuite, phenotyping campaign, donc comme on voyait tout à l'heure dans les données. Et enfin, on a, comme vous voyez, un couple variable value et variable date, où on peut mettre, par exemple, la hauteur de tige dans un stade donné, la valeur, donc, et ensuite à côté sa date. Voilà. Donc, pour résumer,
rapidement, je pense qu'on va aller sur l'onglet Trial malgré tout pour le décrire. Donc il y a l'identifiant de l'essai. Ça, c'est un identifiant trial name qui peut être, si j'ai bien compris, quelque chose de pas forcément unique, qui peut quelque chose qui parlera à la personne qui va soumettre, mais c'est surtout le trial code, la colonne d'à côté, qui doit être rempli de manière précise et qui doit être unique en fait. Donc ensuite, bon, il y a plusieurs champs qui sont facultatifs, comme tout ce qui est date de début de l'essai, etc., des commentaires éventuels, alors, level structure, ça permet de préciser justement si jamais on a quelle est la structuration justement de différents essais dans le domaine. Alors pour le remplir, en fait, je vous invite à aller sur l'onglet données statiques, static data, le dernier, qui permet de voir toutes les valeurs qu'on peut remplir pour ce champ-là. Donc là, si je regarde alors cet onglet static data est très pratique parce que sur certains champs, en fait, il est même obligatoire pour aller savoir ce qu'on doit mettre, ce qui est dans la base et ce qui permet de renseigner. Alors ici, on voit que trial level structure peut être rempli avec des chaînes de caractères comme rank, supérieur, position. Donc avec le niveau de structure le supérieur avant et le niveau de structure inférieur qui vient après, etc. Donc on a par exemple rang et ensuite position. On peut avoir tâche, réplication et parcelles, etc. etc. Tous ces niveaux sont dans notre base de données et sont gérés dans l'application. Donc si je reviens sur essai, l'onglet trial, voilà, donc j'ai la campagne de phénotypage, j'ai le PMID si on veut mettre des liens vers des publis qui référencent, qui valorisent cet essai. Toujours comme dit tout à l'heure, les positions X et Y. Là, pour le coup, c'est de l'essai, c'est ça, Célia, les positions X et Y de l'essai, hein, éventuellement dans un plus grand, dans un champ, quoi, ouais, c'est ça. Les coordonnées GPS du site, ouais, d'accord. Par exemple, ok, ça marche. Voilà, je détaille pas tous les champs, hein, mais on peut mettre le projet. Ouais, c'est pas ça, Célia. Ah oui. Dans le fichier data, ouais, d'accord. Alors, ouais, merci Célia. Donc, en fait, X et Y dans l'onglet Trial permettent de préciser qu'est-ce qu'on a dans l'onglet X et Y de l'onglet Data. Dans le sens que si dans l'onglet Data, pour la matrice de phénotypage, on a des latitudes et des longitudes, c'est là, dans l'onglet Trial, qu'il faut dire que X, ça correspond à une latitude et Y à une longitude. Voilà. Donc c'est ça. Ensuite, bon, les derniers champs, hein, project acronyme pour préciser le projet. Trial set, ça permet de faire des groupes, par exemple comme nous, c'était pratique pour relier tous les essais liés au WP5. Donc après, on précise le type du trial set. Donc là, en l'occurrence, nous, on a dû mettre projet parce qu'il n'y avait pas, euh, il y avait pas de possibilité de mettre work package, mais ça, je pense que ça n'a pas trop d'importance en tout cas. Mais on peut le rajouter, ouais, au besoin. Ouais, tout à fait. Voilà, donc rapidement je peux aussi vous parler parce que c'est très important sur l'onglet Plant Material. Donc comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure, si on a le DOI, en fait, à lui tout seul, il suffit pour identifier une accession. Mais si on l'a pas, ce qui est le cas le plus courant, on peut se reposer sur. C'est pour ça que ces champs sont en bleu, en fait. C'est soit on remplit le DOI, soit on remplit accession number, taxon groupe et organisation. Et ce triplet-là fera foi pour définir de manière unique une accession. Voilà. On a un lot name qui est obligatoire aussi, qui renseigne le nom du lot, le nom du lot de graines, quoi. Et après, on peut rentrer des collections aussi. Si jamais on veut dire que ça appartient à une collection donnée, on peut rentrer ça là-dedans, dans ce champ-là. Ou un panel qui serait utilisé en association, par exemple, aussi, avec la taille de ce panel, quoi. Voilà pour le matériel biologique. Pour les variables, bon, on peut remplir donc chacune des variables qui sont utilisées dans l'onglet data, notamment le nom de l'ontologie, donc protéine crops ontologie pour nous, son identifiant, donc CO 439 ou quelque chose comme ça, avec son numéro derrière, son nom de variable. Là, c'était APH par exemple.
Et après, on peut, variable spécifique name, c'est assez pratique si on veut rajouter une spécificité sur la variable qu'on n'a pas dans l'ontologie, mais qu'on veut voir apparaître dans l'interface. Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous avez une précision supplémentaire sur une variable. Voilà. Et puis on peut mettre un commentaire au le notateur, la personne qui a effectué l'observation. Voilà, contact, bon, pour référencer, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais c'est pour les personnes, identifier les personnes qui sont référentes sur ce triol, et le site pour définir de manière précise où a eu lieu l'observation, notamment le nom surtout du site et soit le pays ou la ville ou la région. On peut mettre ces trois possibilités selon la granularité qu'on veut avoir. Et après, pour être encore mieux, ce qu'on préconise, c'est de mettre aussi la latitude et la longitude, parce que ça nous permet d'avoir la jolie carte qu'on avait tout à l'heure avec les sites. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le remplir aussi. Alors, voilà, donc on a vu la plupart des champs. Euh, Traitement, on ne l'a pas vu en détail, c'est vrai, mais ça permet de mettre, par exemple, le plus simple, c'est que j'aille sur un fichier déjà formaté que Anthony m'avait envoyé. Comme ça, vous verrez rapidement, de manière plus concrète, à quoi ça correspond. Donc, si on veut aller du coup sur l'onglet traitement dont je parlais, on voit que on a la colonne factor qui correspond à un facteur type irrigation. On a deux valeurs modales sur ce facteur-là. Et on voit qu'il y a soit le code IRG pour irriguer, soit le code NIRG pour non irriguer. Voilà, très simple. Et de la même manière pour tous les traitements fongicides ou autres qui ont été appliqués sur la plante ou la parcelle. Voilà. Ensuite, voilà, si je voulais vous montrer cette soumission-là parce que ça permet aussi de voir plus concrètement ce qu'on a au niveau, par exemple, des accessions. Là, on voit que on n'avait pas le DOI parce que, en fait, finalement, c'est la soumission dans Ephesis ou dans GNPIS qui a permis de les générer. Donc, il y avait l'accession number, l'accession name enduro et le taxon groupe pi de manière, voilà. On a mis pi après, si vous souhaitez avoir un nom de taxon groupe plus différent, il ne faut pas hésiter parce que c'est vrai qu'on peut avoir les données de Fevrol qui vont être du coup soumises et qui auront peut-être, enfin, c'est discutable, mais je pense que ça peut être soumis dans le même taxon groupe, ça ne serait pas incohérent. Et du coup, peut-être qu'on pourrait prendre protein crops comme taxon groupe, mais à voir. En tout cas, pour le moment, on a mis pi, mais ça peut évoluer. Et là, on voit que l'organisation, c'est INRA parce que là, on reste assez vague, mais ça suffit à identifier de manière sûre un matériel biologique. Et voilà. Après, bien sûr, on a le nom du lot, éventuellement un synonyme si au champ vous avez peut-être un petit nom auquel vous êtes habitué, etc. Une collection comme je montrais tout à l'heure. Je reviens bon, sur l'onglet variable. Là, il n'y a pas de suspense. On voit qu'il y a la PIMUS Trait Ontologie. Alors, bon, c'est vrai que maintenant, ça a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, c'est Protein Crops Ontologie. Là, le variable ID, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, donc le CO349 avec deux points et l'identifiant de la variable. À côté, le variable name avec le petit nom qu'elle a dans l'interface. Et le specific name, si vous voulez mettre alors là, pour le coup, si vous voulez mettre quelque chose de plus précis de plus, on va dire, custom dans l'interface, et le commentaire qui permet, alors ça, c'est pas obligatoire, nous, on l'avait reporté, je crois que c'est avec Fred, Fred et Nicolas, on avait rempli le fichier pour reporter ça, et comme ça, on a vraiment la précision sur la variable, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Voilà. Et voilà, site, il y a juste, il n'y a pas grand-chose, il y a juste le nom. J'avais rajouté les coordonnées GPS, comme ça on a ça sur la carte. Et voilà, l'essai, si vous voulez voir rapidement, le nom de l'essai, le code, la date de début, de fin, le but de l'essai, la thématique, quoi. Et puis là, on voit qu'il y avait un niveau de structure, c'est réplication. Et on va voir après la conséquence que ça a sur l'onglet data. Après, on a la campagne de phénotypage qui correspond à 2013, là, ici.
Voilà, on n'a pas de position là sur XY. Par contre, on a le projet, l'acronyme du projet WP5. Et voilà, c'est aussi le trial set qu'on a mis, qui est un trial set de type project. Voilà. Et dans l'onglet data, du coup, ça se matérialise comme ça. C'est qu'on a pour chacun des lots, ici James par exemple, on voit qu'il a un traitement. Il y a un seul traitement, là on a vu tout à l'heure. Et là, il est TF pour cette ligne-là, donc traitement au fongicide. Il y a, une réplication, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a déclaré qu'il y avait un niveau de structure qui est un seul niveau de structure qui est la réplication. Et ici, on voit que les 4 premiers, par exemple, c'est des réplications de James en fait. Voilà. Et après, on a bien sûr les valeurs de différentes variables. C'est NO value, je ne sais plus à quoi correspond cette variable, mais je crois que c'est un identifiant. On a la valeur du programme, donc c'est le WP5. La fameuse variable de tout à l'heure, ou la condition qui permet d'exprimer le rendement, etc., etc. Voilà. Et après, comme dans l'interface, on a toutes les variables pour tous les lots. Voilà. Ouais, merci Célia. Petite remarque effectivement importante, l'onglet Phenotyping Campaign, il faut faire attention à le remplir qu'une seule fois, soit dans l'onglet Data, et du coup on est bon, ou sinon si on l'a pas fait dans l'onglet Trial, et comme ça on le remplit qu'une fois d'ailleurs, et voilà. Mais pas dans les deux en fait, juste dans un des deux. Et ça c'est écrit ouais, dans le README je crois. Mm. Voilà. Bon bah je crois que c'était tout ce que j'avais à montrer. Là d'ailleurs il est assez tard, on a dépassé un peu le temps. Je vais prendre quand même quelques questions. Ouais. Si vous avez des questions. J'ai peut-être été un peu vite, alors j'espère que je vous ai pas perdu là. Alors, Est-ce que... il y a pas de questions dans le chat, mais du coup, j'ai réactivé les micros, donc n'hésitez pas à poser des questions à l'oral, si vous avez des questions sur ces formats de soumission ou des remarques pour les améliorer. C'est toujours un fichier par essai, hein. Ça n'a pas évolué. C'est-à-dire que pour un réseau, il faut Il y a quelqu'un qui parle, mais on n'entend pas bien. Il y a Anthony qui essaie de parler. Ah, C'est Anthony. Anthony, on t'entend très loin. Tu disais? Je disais, c'est toujours un fichier par essai. C'est-à-dire que Oui, si tu es dans un réseau d'essais, tu remplis autant de fichiers que tu as d'essais, quoi. Et pas un fichier pour le réseau. en effet, ouais, c'est ça, Anthony. Ouais. C'est toujours Il n'y a pas un seul fichier, un fichier par trial. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des fichiers exemples qui peuvent être, ou un fichier exemple qui pourrait être diffusé spécialement lié à PIMUST, ou est-ce que... Parce qu'effectivement, donc il y a une certaine... enfin, voilà. Ouais, ouais, Déjà ouais. des fichiers Je vois ce exemples que tu veux. pour faire Ça aide valider. toujours. Mm. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que Bah, peut valider des fichiers qu'on pourrait, voilà, des premières propositions de fichiers. Bah, moi, en tout cas, j'ai rien contre. Si les personnes qui ont soumis les fichiers, je pense à Anthony par exemple, parce qu'il nous a soumis quelques données là, s'ils sont d'accord, je pense que c'est possible. Par exemple, les WP5, étant donné qu'ils sont ouverts maintenant à tout PMust, ça pourrait être des fichiers template entre guillemets, exemple, pour aider la communauté à remplir en fait. Si Anthony est d'accord, s'il n'y a pas de blocage là-dessus, on pourrait faire ça, hein. Oh oui, tout à fait. Les données WP5 sont, comme tu dis, ouvertes à tout le monde, donc il y a aucune objection à diffuser ça comme exemple. Après, euh, bon bah voilà, c'était les premiers qu'on a soumis. Il y a peut-être des choses à améliorer dans l'exemple, mais sans problème pour la diffusion. Mm, mm. Ok, super.
Donc, peut être, comment enfin, à mon avis, vous voulez qu'on s'organise ouais. comment? Qu'on mette ça sur le FTP par exemple ou comment on peut faire? Oui, 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 tu peux mettre ça sur FTP et puis peut-être aussi en même temps profiter pour mettre le fichier d'anthologie qui Ouais, pourrait être partagé ouais, ouais. et puis un message à la communauté comme quoi il y a ces fichiers-là en termes d'exemple, si, pour prendre du temps un petit peu pour compléter les informations sur l'anthologie. Euh, Ça marche. Ok. Oui, je pense que ça, c'est. pour les droits d'accès, je me posais une question sur les droits d'accès là aux différents. Ça, c'est pas vous qui gérez ça, hein. Alors, les droits d'accès aux différentes données, c'est ça? Ouais, les droits d'accès Savoir tu as qui a. notamment sur Ah, l'espace de l'URJ, les droits d'accès, qui régule les droits d'accès là. alors, actuellement, en fait, moi, j'avais un fichier qui nous disait en fait qui avait le droit de voir les données en fait de tel work package, tu vois, grosso modo. Et du coup, c'est comme ça qu'on procède. Après, nous, on répercute, on crée des groupes en base de données, et ces groupes-là permettent des groupes de personnes, d'utilisateurs, elles permettent d'ouvrir ou de restreindre selon les données que tu as le droit de voir, quoi. Tu vois? Donc, qui gère, c'est vrai que c'est un peu délicat comme sujet parce que quand on a voulu ouvrir certaines données, en fait, on a vu qu'il valait mieux peut-être passer par le consortium, avoir un accord de consortium. Ça dépend des données. Je crois qu'il y en a qui sont plus faciles à demander, pour lesquelles c'est plus facile de demander l'ouverture que d'autres. Mais du coup, à la base, c'est vrai que nous, on a déjà si tu veux, des instructions sur les données sont dans tel work package, on peut ouvrir à telle personne, mais ça peut être aussi géré au cas par cas. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un niveau aussi où si on veut les ouvrir un peu plus, faut voir avec le consortium, faut essayer d'avoir un accord de consortium. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, 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 je Nas- comprends. Bah, après, c'est effectivement quelque chose qui doit être discuté en assemblée. Je pense notamment aux données qui sont hébergées sur les SFTP, toutes ces choses-là, où on est plusieurs à pouvoir visualiser toutes ces données, où on n'a pas forcément tous les droits d'accès sur ces données, quoi. Ouais, ouais, ouais. de mémoire, on avait discuté un peu de ça, hein, avec Nasser, et donc on avait dit que Ouais. sur le SFTP, bah, c'était régulé par accès par WP, hein, voilà, parce que c'était défini comme ça au départ. Bon. Après, sur GNPIS, on avait dit que la logique, c'était que c'était ouvert toutes les données étaient ouvertes à tous les partenaires de PIMUST, sans prendre en compte les WP, sauf certaines données privées. Donc on devait revoir ça dans les règles de l'accord de consortium, si c'était bien Ouais. mentionné. Mais il semblait qu'après échange avec Magali, c'était plutôt cette idée-là, mais c'était encore à Après, confirmer. ouais. Ouais, ouais, tu as Mais raison. ça, En fait, il y a eu cet échange et Magali, effectivement, était plutôt partante pour que ça fonctionne comme ça, pour qu'on essaye d'ouvrir au maximum aux partenaires sur GNPS. Mais je crois qu'après, on a eu peut-être un échange avec Judith où là, c'était plus mitigé là-dessus, non? De mémoire, oui, hein. oui. En tout cas, on Et du coup, il voulait fallait qu'on en faire. reparle. Ouais, il fallait qu'on parle. En tout cas, ouais, on fera pas l'économie de faire un point là-dessus, je pense, ouais. Oui, Au moins déjà pour les données de la population AMS qui doivent être ouvertes un peu plus. oui. Et puis sans doute pour d'autres données à venir, ouais. Mm. Donc pour ça, je peux refaire un mail hein, avec Judith, avec toutes les personnes concernées hein, pour essayer de voir vers quoi on va, quoi, comment on peut s'organiser. Oui, c'est ça. De mémoire, Mm. enfin, il semblait que
ça devait être instruit dans l'accord de consortium, ces questions-là. C'est ça. Sauf que personne, Ouais, tout à aucun fait. d'entre nous n'a en tête le contenu de l'accord de consortium très exactement. Donc, ça devait être vérifié. Et si on devait changer la règle de l'accord de consortium, le faire voter en AG. Voilà. C'est ça, Mais, exactement. Ouais, tu as raison. C'est ça pour les détails. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est bon? Bon. Bah, en tout cas, je vous remercie tous de vous être connectés.